Je suis Collins Flynn, j'ai 40 ans, et je détiens des secrets, qui pourraient faire tomber des gouvernements étrangers. Mais aux yeux de ma tante, je ne suis rien d'autre qu'un échec. Ce dîner de Thanksgiving était censé être chaleureux, une rare trêve, dans la guerre silencieuse de notre dynamique familiale. Au lieu de cela, il s'est transformé en enfer, au moment où tante Marjorie a levé son verre de vin hors de prix, a pointé un doigt manucuré vers mon cousin, son enfant chéri, puis m'a regardé avec pitié. « Regarde ton cousin, Collins. Ça, c'est un héros, a-t-elle dit, sa voix dégoulinant d'une douceur toxique. Et toi? 18 ans de service, et pas une seule médaille à accrocher au mur. C'est franchement embarrassant, la façon dont tu t'accroches aux jupes du gouvernement, juste pour tamponner des papiers. Elle a ri, un son cruel et tintant, qui a déchiré mon estime de moi, juste devant toute la famille. Mais elle ne savait pas que l'homme assis à côté d'elle, ce fils névicile qu'elle vénérait, venait de faire tomber sa fourchette en argent sur la table, lorsqu'il m'a entendu murmurer 2 mots interdits, du bout des lèvres. 2 mots, qui allaient lui faire regretter d'avoir un jour ouvert la bouche. Si vous avez déjà été méprisé par votre propre chair et votre propre sang, pour vos sacrifices silencieux, laissez un commentaire, et abonnez-vous tout de suite, car cette histoire est pour vous. Ma Ford Taurus de 2012 a poussé un dernier frémissement poussif, alors que je coupais le moteur dans l'allée. Elle restait là, une tache grise couverte de poussière, garée au milieu d'un océan d'ingénierie allemande immaculée. À ma gauche, se trouvait un élégant SUV Mercedes. À ma droite, un cabriolet BMW, qui coûtait probablement plus cher que toute mon éducation. C'était Arlington, en Virginie, où le statut social n'était pas seulement sous-entendu. C'était l'oxygène même que les gens respiraient. Je suis resté assise dans la voiture un instant, agrippant le volant. Mes jointures étaient blanches. Je ne me préparais pas pour une exfiltration tactique en zone hostile, mais Dieu sait que marcher vers la maison de tante Marjorie y ressemblait dangereusement. J'ai jeté un œil dans le rétroviseur. Mon visage était fatigué. Pas le genre de fatigue qui vient quand on reste éveillé tard à regarder Netflix, mais cet épuisement qui pénètre jusqu'aux os, et qui vient de 3 jours passés à gérer une crise en mer de Chine méridionale, depuis un bunker sans fenêtre. J'ai lissé mon tailleur. C'était un tailleur pantalon gris de dotation standard, pratique, quelconque, et totalement dépourvu de style. Je suis sorti dans l'air vif de novembre, frappé par l'odeur de la fumée de bois et des feuilles mortes. Avant même que je puisse atteindre la sonnette, la massive porte en chêne s'est grande ouverte. « Oh, Collins » a soupiré tante Marjorie, s'encadrant dans l'embrasure de la porte, comme si elle posait pour la couverture d'un magazine de style de vie. Elle avait 65 ans, mais le combattait bec et ongles, avec du botox et une garde-robe qui coûtait une fortune. « Tu portes encore ce truc gris et triste, un jour de fête ?» Elle s'est écartée, m'invitant à entrer dans le hall, qui sentait excessivement fort le pot pourri et le parfum de luxe. « Regarde Nathan », s'est-elle extasiée, en faisant un geste dramatique vers le salon. Mon cousin Nathan se tenait près de la cheminée, un verre de scotch à la main. Il avait 35 ans, il était grand, avec de larges épaules, et ressemblait à une affiche de recrutement, dans son uniforme bleu de la marine. Les boutons dorés de sa veste accrochaient la lumière du lustre en cristal. Il avait l'air mal à l'aise, balançant son poids d'un pied sur l'autre. Mais pour Marjorie, il était une statue de perfection. « N'a-t-il pas l'air d'un dieu » a chuchoté bruyamment Marjorie à mon oreille, tout en me tirant dans une étreinte, qui ressemblait plus à une fouille au corps. Ses yeux ont parcouru mon corps, s'arrêtant de manière critique sur mes chaussures. C'étaient des escarpins noirs raisonnables, les talons usés à force de faire les 100 pas dans les salles de crise, le cuir éraflé pour avoir enfoncé une porte coincée, dans une planque la semaine dernière. La lèvre de Marjorie s'est retroussée d'une fraction de millimètre. « Il faut vraiment qu'on t'emmène faire du shopping, ma chérie. Tu as l'air de travailler aux impôts. »« Joyeux Thanksgiving, tante Marjorie » ai-je dit, d'une voix neutre. Entraîné. J'ai accepté l'insulte comme j'acceptais les renseignements entrants. Stocker, analyser, ne pas réagir. La salle à manger était un chef-d'œuvre de théâtre de banlieue. La table était dressée avec de la porcelaine fine, des couverts en argent qui brillaient agressivement, et un centre de table en fleurs d'automne, qui coûtait probablement plus cher que la mensualité de ma voiture. « Assieds-toi. »« Assieds-toi » a ordonné Marjorie. Elle a placé Nathan en bout de table. Naturellement, j'ai été placé sur le côté, coincé entre un vase décoratif et la fenêtre mal isolée. Ma mère était assise en face de moi,
les yeux fixés sur son assiette vide, se recroquevillant déjà sur elle-même. La dinde a été apportée, une volaille dorée de 10 kilos, qui avait l'air d'avoir été préparée par un styliste culinaire. Marjorie a pris le couteau à découper, mais a laissé Nathan prendre le relais. Un guerrier doit découper la viande, a-t-elle annoncé, rayonnante. Pendant que les plats passaient, la discrimination est devenue une comédie silencieuse. Marjorie a empilé d'épaisses et juteuses tranches de viande blanche sur l'assiette de Nathan, suivie d'une montagne de farce et de sauce au canneberge. « Tu as besoin de force, mon bébé » roucoulait-elle. « Après tout ce que tu as fait pour ce pays, te battre dans le désert, nous protéger. » Quand le plat est arrivé jusqu'à moi, il était presque vide. Marjorie s'est penchée, a attrapé la cuillère de service, et a déposé une seule aile sèche et une cuillerée de gratin de haricots verts tièdes, sur ma porcelaine. « Mange, Collins » a-t-elle dit, sa voix descendant dans ce registre condescendant, qu'elle utilisait pour les enfants et le personnel de service. Quoique, fais attention aux glucides. Quand tu es assise sur une chaise de bureau pendant 12 heures par jour, le poids s'accroche facilement, n'est-ce pas? Tu ne brûles pas de calories comme Nathan. Lui, il est sur le terrain. J'ai regardé l'aile de dinde sèche. Je n'avais pas pris de vrai repas depuis 36 heures. L'ironie était forte. Alors que Nathan était bel et bien un cil, et un sacrément bon, son dernier déploiement avait été une rotation d'entraînement en Allemagne. Ma chaise de bureau, elle, se trouvait récemment à l'intérieur d'un navet poussiéreux, pour coordonner des frappes de drone. La nourriture a l'air délicieuse, tante Marjorie, ai-je dit. C'était le mensonge qui préservait la paix. Elle a pris une longue gorgée de son cabernet de la Napa Valley, laissant une tache de rouge à lèvres sur le bord du cristal. Tu sais, a-t-elle commencé, et j'ai senti les muscles de mon cou se tendre. Ce préambule annonçait toujours une attaque. J'ai entendu sur Fox News que le Pentagone cherche à réduire le personnel administratif. Es-tu inquiète, ma chérie? J'ai coupé un morceau de viande sèche, mâchant lentement. Mon service est stable. Merci. Oh, stable, s'est-elle moquée doucement. C'est le nom de code pour ennuyeux, n'est-ce pas? Écoute, si tu es licencié, je suis sûr que Nathan pourrait faire jouer ses relations. Nathan, ne pourrais-tu pas lui trouver un travail sur la base? Peut-être répondre au téléphone, ou traiter les salaires. Au moins, là. Elle serait près de vrais soldats. Ça déteindrait peut-être sur elle. La table est devenue silencieuse. Le bruit des couverts grattant contre la porcelaine semblait amplifié. Nathan s'est arrêté de mâcher. Il a regardé sa mère, puis moi. Il y avait une lueur d'embarras dans ses yeux. Il savait que j'avais un grade supérieur au sien. Il ne savait pas exactement ce que je faisais, les renseignements sont cloisonnés pour une bonne raison, mais il savait que lieutenant-colonel n'était pas un grade qu'on obtenait en répondant au téléphone. « Maman » a dit Nathan, d'une voix basse. Collins s'en sort très bien. Ne parlons pas de travail. J'essaie juste d'aider. Marjorie a levé les mains en l'air, les diamants de ses bagues étincelants. Je m'inquiète pour elle. Ce n'est pas naturel pour une femme de son âge, de ne rien avoir accompli. Ma mère a émis un petit bruit, comme un chien qui gémit, mais elle n'a pas levé les yeux. Elle a continué à couper ses haricots verts en morceaux microscopiques, terrifiée à l'idée d'attirer les tirs sur elle. Marjorie n'en avait pas fini. Le vin avait désactivé son filtre, et son besoin d'élever son fils nécessitait un marchepied. J'étais ce marchepied. Elle s'est penchée en avant, les yeux plissés avec une délectation malveillante. Soyons honnêtes, Collins. Nous sommes en famille. Nous pouvons dire ces choses. Ça fait 18 ans. 18 ans dans l'armée. Elle a pointé sa fourchette vers la poitrine de Nathan, où une rangée de rubans colorés reposait fièrement sur son uniforme bleu. Regarde Nathan. C'est un arbre de Noël de bravoure. Et toi? Elle a fait un geste vers mon simple blazer gris. Pas un seul ruban, pas une seule médaille à accrocher au mur. Rien. J'ai posé mon couteau et ma fourchette. Je les ai alignés parfaitement, en parallèle sur l'assiette. C'était une technique d'ancrage. L'ordre dans le chaos. Les récompenses dans mon domaine de travail ne sont généralement pas publiques, tante Marjorie, ai-je dit doucement. Des excuses, s'est-elle moquée. Si tu fais quelque chose de courageux, on t'épingle une médaille. C'est comme ça que ça marche. Si tu n'as pas de médaille, c'est parce que tu n'as rien fait.
C'est ça? Ton travail, c'est juste de faire le café pour les généraux? C'est pour ça que tu n'en parles jamais? Elle a ri de nouveau, regardant autour de la table pour chercher une approbation. N'aie pas honte, Collins. Vraiment, le monde a besoin de gens pour classer les papiers. Tout le monde n'a pas l'estomac pour affronter le danger. Certaines personnes ont juste besoin d'un petit trou sur où se cacher, pendant que les vrais hommes font le travail. L'air dans la pièce a semblé disparaître. J'ai regardé ma mère, la suppliant silencieusement de dire quelque chose. Dire que je suis intelligente. Dire que je travaille dur. Dire n'importe quoi. Mais elle a juste pris une gorgée d'eau, la main tremblante. J'étais seul. J'ai détourné le regard de ma mère, et j'ai fixé mon attention sur le centre de la table. Une seule grande bougie blanche brûlait, au milieu de l'arrangement automnal. La flamme vacillait, dansant dans le courant d'air venant de la fenêtre. C'était hypnotique. C'était envoûtant. Et soudain, je n'étais plus dans une salle à manger à Arlington. L'odeur de la dinde rôtie a disparu, remplacée par l'odeur de la terre humide, et de l'herbe fraîchement coupée. La nappe blanche s'est fondue dans le marbre blanc immaculé d'une pierre tombale. La bougie vacillante n'était plus une décoration. C'était la flamme éternelle du souvenir. L'insulte concernant le fait de me cacher du danger résonnait dans mes oreilles, mais elle s'est mélangée à une voix venue du passé, m'entraînant en arrière, au fond du puits sombre et profond de la mémoire, là où les véritables cicatrices avaient commencé. La flamme de la bougie s'est brouillée, me ramenant à un matin gris et pluvieux, au cimetière national d'Arlington, il y a 28 ans. J'avais 12 ans. Le monde me semblait trop vaste, trop froid, et infiniment trop vide sans mon père. L'herbe était d'un vert impossible, contrastant fortement avec les rangées de pierres tombales en marbre blanc, qui s'étendaient comme des soldats silencieux, au garde à vous pour l'éternité. Les funérailles de mon père n'étaient pas grandioses. Il était un homme discret de son vivant, et il est resté un homme discret dans la mort. Il n'y avait pas de caméra de télévision, pas de foule d'admirateurs en larmes, juste un petit groupe d'hommes en trench coat. Ils se tenaient à une distance respectueuse, leur visage dur et illisible, tandis que la garde d'honneur procédait à la remise du drapeau. J'ai regardé, hypnotisé et le cœur brisé, alors que les soldats pliaient le drapeau américain. 13 plis, précis, nets, lourds de sens, chaque pli étant un hommage à une vie donnée pour le service. Lorsque l'officier s'est agenouillé devant ma mère, et a présenté le triangle bleu serré avec les étoiles blanches tournées vers le haut, il a murmuré les mots que j'allais mémoriser pour toujours, au nom du président des États-Unis, de l'armée des États-Unis, et d'une nation reconnaissante. Ma mère a pris le drapeau, les mains tremblant si violemment, qu'elle a failli le faire tomber. Je voulais tendre le bras, toucher le tissu rugueux, sentir la dernière part physique de mon père. Mais c'est alors que la voix de Marjorie a fendu le silence solennel, comme un couteau dentelé. Elle se tenait juste derrière nous, vêtue d'un manteau noir, qui semblait plus approprié pour un défilé de mode que pour un enterrement. Elle s'est penchée vers ma mère, non pas pour offrir un mouchoir ou une étreinte, mais pour murmurer quelque chose qui allait me brûler un trou dans le cœur. Tu vois, Sarah, a sifflé Marjorie, son haleine sentant la menthe et le jugement. C'est le prix de l'entêtement. S'il m'avait simplement écouté, et s'il s'était lancé dans l'immobilier commercial, il serait encore là. Il conclurait des affaires à Washington, au lieu de pourrir dans une boîte en bois, pour une pension qui ne couvrira même pas ton loyer. Je me suis figé. Les larmes qui séchaient sur mes joues sont devenues froides. À 12 ans, je n'avais pas les mots pour riposter, mais j'ai senti l'acide de ses paroles me ronger de l'intérieur. Pour Marjorie, mon père n'était pas un patriote mort en protégeant des agents en Europe de l'Est. Il était un mauvais investissement. Il était un raté, parce qu'il n'avait pas laissé derrière lui un portefeuille de centres commerciaux et de duplex. Ce moment a défini le reste de ma vie. Il a tracé une ligne dans le sable. D'un côté, il y avait le monde de Marjorie, bruyant, brillant et creux. De l'autre, se trouvait le monde de mon père, silencieux, dangereux et honorable. J'ai choisi mon camp à cet instant précis. En grandissant, le fossé n'a fait que se creuser. Pendant que Nathan était façonné pour être l'enfant prodige, je suis devenu le fantôme. Je me souviens de mon 10e anniversaire. C'était un mardi. Je m'étais réveillé avec cette excitation bouillonnante, que seul un enfant ressent, en attendant les ballons, le gâteau, la chanson de joyeux anniversaire. J'ai attendu toute la matinée, puis toute l'après-midi. À l'heure du dîner, le silence était assourdissant.
Maman s'activait dans la cuisine, mais pas pour moi. Marjorie et Nathan étaient venus. « Tu as entendu ?» a annoncé Marjorie, en franchissant la porte brusquement, sa voix résonnant fort. Nathan a gagné la compétition régionale de natation. Première place en nage libre. Mon petit athlète olympique. Nathan, les cheveux encore mouillés, tenant un trophée en plastique bon marché, rayonnait. Maman a applaudi, le visage s'illuminant d'une manière qu'elle ne faisait jamais pour moi. Oh, c'est merveilleux. Il faut fêter ça. Commandons des pizzas. Je suis resté assise sur les marches de l'escalier, en serrant mes genoux contre moi. Mon 10e anniversaire, le passage à 2 chiffres, et il avait été complètement effacé par un trophée de natation. Je n'ai pas dit un mot. Je suis simplement retourné dans ma chambre, j'ai sorti mes devoirs de mathématiques, et j'ai travaillé jusqu'à ce que ma vue se brouille. S'il n'allait pas m'aimer, j'avais décidé de m'assurer qu'il ne pourrait pas m'ignorer. J'allais devenir indéniable. Au lycée, j'étais indéniable, mais pas de la manière que Marjorie valorisait. Quand j'ai été accepté à West Point, l'Académie militaire des États-Unis, ça a été l'un des moments de plus grande fierté de ma vie. J'avais travaillé d'arrache-pied. J'étais la major de ma promotion. J'ai posé la lettre d'acceptation sur le comptoir de la cuisine, en attendant que quelqu'un la remarque. Marjorie l'a vue en premier. Elle l'a prise avec 2 doigts, comme si c'était une serviette sale. West Point, a-t-elle reniflé, en la rejetant sur la table. Mon Dieu, Collins. Pourquoi une fille voudrait-elle aller là-bas? Cheveux courts, marcher dans la boue, pas de vie sociale. C'est tellement austère. Elle s'est détournée, balayant d'un revers de main 4 années de mon travail acharné, en 4 secondes. Regarde Nathan, a-t-elle dit, en pointant du doigt la fenêtre, où mon cousin lançait un ballon de football américain dans le jardin. Il est capitaine de l'équipe première. Il va à l'université de Virginie. Il va rejoindre une fraternité, se faire des contacts, vivre la belle vie. Ça, c'est un avenir. Ça, c'est la réussite. Elle avait raison sur un point. Nathan était bruyant. Il était la star des matchs du vendredi soir. Toute la ville connaissait son nom. Personne ne connaissait le mien. J'étais la fille de la bibliothèque. J'étais la fille qui courait seule sur la piste d'athlétisme, à 5 heures du matin, avant les cours. J'ai choisi les services de renseignement, pour la même raison que j'ai choisi West Point. Je voulais ressembler aux hommes en trench coat, à l'enterrement de mon père. Je voulais être efficace, pas célèbre. Je voulais protéger le pays depuis l'ombre. Mais dans cette famille, si vous n'étiez pas sur un panneau publicitaire, vous n'existiez pas. Si vos accomplissements ne pouvaient pas être célébrés au champagne, lors d'un gala de country club, ils n'étaient pas réels. Pendant 20 ans, j'avais avalé cette pilule. Je les ai laissés penser que j'étais une secrétaire glorifiée. Je les ai laissés penser que je classais des dossiers, et que j'allais chercher le café. C'était plus sûr ainsi. La nature de mon travail exigeait le silence. Mon habilitation de sécurité exigeait l'anonymat. Mais mon Dieu, que ça faisait mal. Ça faisait mal de s'asseoir là, année après année, et d'être traité comme le cas social de la famille, alors que j'autorisais des opérations qui les gardaient suffisamment en sécurité, pour dormir sur leurs 2 oreilles la nuit. Si vous vous êtes déjà senti comme le mouton noir, parce que vous avez choisi une voie que votre famille ne comprenait pas, cliquez sur le bouton j'aime tout de suite, et dites-le moi dans les commentaires. J'ai choisi ma propre voie. Montrons au monde que le succès n'a pas toujours besoin d'un public. Clac. Le bruit net des couverts frappant la porcelaine m'a ramené au présent. Le cimetière s'est évanoui. Le fantôme de mon père s'est estompé. J'étais de retour dans la chaleur étouffante de la salle à manger de Marjorie, l'odeur de la dinde rôtie flottant lourdement dans l'air. Marjorie était rayonnante, le visage empourpré par le vin. Elle était au milieu d'une histoire, une autre histoire sur Nathan. Et vous y croyez, vous, s'est-elle extasiée, en s'agrippant au bras de Nathan. L'un de ses anciens copains de la marine, qui est maintenant vice-président chez Lockheed Martin, au passage, lui a obtenu des billets VIP pour le Super Bowl. Des places en loge. Vous imaginez? Elle a regardé autour de la table, s'imprégnant d'une admiration que personne ne lui donnait réellement, à l'exception peut-être de ma mère, toujours recroquevillée. Puis, ses yeux se sont posés sur moi. La chaleur qui s'y trouvait s'est instantanément évaporée, remplacée par ce rictus familier et pitoyable. « Et toi, Collins ?» a-t-elle demandé,
la voix ruisselante d'une fausse inquiétude. Que fais-tu pour les fêtes? Encore une garde au bureau? J'ai resserré ma prise sur ma fourchette. Je suis d'astreinte, tante Marjorie. Le monde ne s'arrête pas pour le football. Elle a ri, un petit aboiement sec. D'astreinte? Oh, ma chérie, je t'en prie. C'est quoi cette fois? Vérifier qui a oublié d'éteindre les lumières dans la salle des photocopieuses. Ou peut-être t'assurer que les généraux ont assez de trombones pour lundi matin. Elle s'est penchée, chuchotant d'un air de conspiratrice à l'attention de la table. Quelqu'un doit bien faire le travail ennuyeux, pour que les vrais héros puissent profiter du match, n'est-ce pas? J'ai regardé Nathan. Il fixait son assiette, traçant le contour de son verre de vin. Il savait, au fond de lui, il devait savoir que c'était mal, mais il n'a rien dit. Il a laissé sa mère me démolir pièce par pièce, juste pour le valoriser lui. La colère que j'avais enfouie pendant 20 ans s'est réveillée dans ma poitrine. Ce n'était plus la colère brûlante et explosive d'une adolescente. Elle était froide. Elle était calculatrice. C'était la colère d'Oracle 9. En fait, ai-je dit, d'une voix posée, coupant court à son rire. C'est un peu plus complexe que des trombones. Marjorie a balayé l'idée d'un geste dédaigneux de la main. Oh, je suis sûr que ça l'est, pour toi, ma chérie. Je suis sûr que le classement semble très important, quand c'est tout ce qu'on a, elle n'a pas vu le prédateur dans mes yeux. Elle n'a vu que la proie, qu'elle chassait depuis que j'avais 12 ans. Elle ne savait pas que les règles du jeu étaient sur le point de changer. Elle ne savait pas que la secrétaire assise en face d'elle, avait le pouvoir de bouleverser son monde, avec un seul coup de téléphone. Mais elle allait bientôt le découvrir. Et cette fois, il n'y aurait pas de silence. Collins, tu es terriblement pâle, ma chérie, a dit Marjorie, plissant les yeux vers moi, par-dessus le bord de son verre de vin. Tu vois le soleil, des fois, où tu es coincé dans ce bureau en sous-sol toute la journée. Elle a tendu la main, et m'a tapoté l'épaule. Mon épaule gauche. Je n'ai pas tressailli. J'avais été entraîné pour ne pas le faire. Mais sous le fin tissu de mon chemisier gris, sous les couches de tissu cicatriciel, mes nerfs ont tiré un coup de semonce. Les doigts parfaitement manucurés de Marjorie tapaient directement sur une cicatrice irrégulière de 7 cm, un souvenir laissé par un tir de mortier en Syrie, 2 ans plus tôt. Elle voyait une vieille fille pâle, clouée à un bureau. Elle ne voyait pas le souvenir, qui était gravé dans ma peau. Alep, 2012. La chaleur était étouffante, avec une odeur de poussière et de cordite. Je ne portais pas de blazer à l'époque. J'étais en équipement complet, le gilet pare-balles lourd sur ma poitrine, la sueur me piquant les yeux. J'étais assise face à un chef de tribu, un homme qui tenait la vie de 40 écolières entre ses mains. La négociation était délicate. Un mot de travers, un regard de travers, et les renseignements sur la planque s'évaporaient. Puis le premier obus de mortier a frappé. Le plafond s'est effondré. J'ai pris un éclat d'obus dans l'épaule, en protégeant l'interprète. Je ne suis pas parti. Je l'ai enveloppé avec un pansement de campagne, j'ai serré les dents, et j'ai terminé la négociation. Nous avons sorti les filles de là. Je prends assez le soleil, tante Marjorie, ai-je dit, d'une voix calme, refoulant le souvenir. Ça a juste été une semaine chargée. Chargée à faire quoi, a-t-elle ri légèrement. Mettre à jour des feuilles de calcul. Si seulement elle savait. Elle pensait que mes cernes venaient de marathons de séries télé, ou de grasses matinées le week-end. Elle n'avait aucune idée, que pendant les 36 dernières heures, je n'avais pas vu un lit. J'avais été enfermé dans un SIF, une installation sécurisée pour information compartimentée, au fin fond des entrailles du Pentagone. C'était une boîte insonorisée, sans fenêtre, maintenue à une température constante de 15 degrés, pour garder les serveurs et les analystes éveillés. L'air sentait le café rassis et l'ozone. Pendant 1 jour et demi, j'avais été l'officier de ciblage principal, pour une force opérationnelle conjointe des opérations spéciales. Nous traquions une cargaison de missiles solaires illégaux, franchissant une frontière en Afrique du Nord. J'avais regardé le flux en direct d'un drone Reaper, planant à 20 000 pieds. J'avais pris les décisions. J'avais donné le feu vert. Le stress était un poids physique, qui vous pressait la poitrine, jusqu'à ce que vous oubliez de respirer. Quand la mission a été terminée, que la menace a été neutralisée, et que les agents étaient en sécurité, je n'ai pas célébré. J'ai simplement conduit jusqu'à chez moi, j'ai pris une douche de 10 minutes, j'ai mis ce tailleur,
et j'ai conduit directement jusqu'à cette salle à manger, pour m'entendre dire que j'avais l'air paresseuse. Quelque chose comme ça, ai-je répondu, en prenant une gorgée d'eau. Le glaçon a teinté contre le verre. De l'autre côté de la table, Nathan m'observait. Il ne mangeait pas. Sa fourchette reposait sur son assiette, et ses yeux, vifs, bleus, entraînés, étaient fixés sur mon visage. Il était un cil. Il savait comment lire les gens. Il savait à quoi ressemblait l'épuisement, celui qui vient des montées d'adrénaline et du manque de sommeil, pas de l'ennui. Plus important encore, il a remarqué ce que je faisais. Sans réfléchir, mes yeux avaient de nouveau balayé la pièce. J'ai vérifié l'entrée principale. J'ai vérifié les portes coulissantes en verre menant au patio. J'ai noté que les lourds rideaux étaient ouverts. Un risque de tireur d'élite, techniquement, bien que dans la banlieue de Virginie, ce ne soit qu'une question d'intimité. J'ai vérifié la position des couteaux sur la table. C'était une conscience situationnelle automatique. On ne la désactive pas, juste parce qu'on mange de la sauce au canneberge. Collins, a dit Nathan, sa voix perçant le bavardage de sa mère au sujet de son nouveau prof de pilates. Tu vas bien? J'ai soutenu son regard une seconde. Juste une seconde. Il y a eu une communication silencieuse entre nous, de guerrier à guerrier. Je vais bien, Nathan, ai-je dit. Tu as l'air sur les nerfs, a-t-il dit, choisissant ses mots avec soin. Comme si tu t'attendais à ce qu'on défonce la porte. Mon cœur a raté un battement. Il se rapprochait trop. J'ai forcé un petit sourire d'autodérision. Le masque a repris sa place. Probablement juste trop de café. La nouvelle machine au bureau est agressive. Nathan a froncé les sourcils, pas convaincu. Il a ouvert la bouche pour demander autre chose. Quelque chose de plus inquisiteur. Mais Marjorie, sentant que l'attention s'éloignait de son fils, est intervenue. Oh, pour l'amour du ciel, Nathan, a-t-elle ricané, agitant la main d'un air dédaigneux. Elle n'est pas sur les nerfs. Elle est juste stressée. Tu sais comment c'est avec ces profils administratifs. La photocopieuse s'est probablement encore enrayée. Ou peut-être que le colonel n'a pas aimé la façon dont elle a préparé son café ce matin. Elle s'est tournée vers la table, les yeux brillants d'amusement. Tu imagines, être stressé pour des trombones, pendant que mon fils est sur le terrain, à sauter des hélicoptères? Elle a rejeté la tête en arrière, et a éclaté de rire. C'était un son fort et insolent, comme des ongles crissants sur un tableau noir. Il a rempli la pièce, rebondissant sur le lustre en cristal et le papier peint hors de prix. C'était le son de l'ignorance pure et absolue. Vraiment, a-t-elle continué, essuyant une larme d'hilarité au coin de son œil. C'est mignon, d'une certaine façon. Chacun a ses petites batailles. Les tiennes sont justes. De la papeterie. Ma mère gardait la tête baissée, poussant un petit pois dans son assiette. Nathan a regardé ses mains, la mâchoire serrée. J'ai senti la chaleur monter dans mon cou. Pas de l'embarras. De la rage. Une rage froide, implacable. Elle se moquait du bouclier même qui la protégeait. Elle riait du silence, qui lui permettait de dormir profondément, dans sa maison à 1 million d'euros. Elle comparait mon champ de bataille, un échiquier numérique mondial où les enjeux se mesuraient en nations, à une imprimante coincée. Je l'ai regardé, vraiment regardé. J'ai vu la peur derrière le botox. J'ai vu l'insécurité masquée par les diamants. Elle avait besoin que je sois insignifiante, pour que Nathan puisse paraître grand. Elle avait besoin que je sois le raté de la famille, pour pouvoir être la mère d'un héros. La papeterie peut être très dangereuse, tante Marjorie, ai-je dit, ma voix devenant dangereusement douce. Les coupures de papier sont mortelles. Elle n'a pas saisi le sarcasme. Elle a juste hoché la tête, satisfaite. Exactement. C'est pourquoi nous avons besoin d'hommes comme Nathan, pour s'occuper du monde réel. Elle a levé de nouveau son verre vers Nathan, le seul vrai soldat à cette table. Nathan a tressailli. Le verre dans sa main a légèrement tremblé. Il m'a regardé, le regard suppliant. Ne le fais pas, disait son regard. Laisse tomber. Mais le son de son rire résonnait encore dans mes oreilles. La cicatrice sur mon épaule lançait. Les 36 heures de vigilance sans sommeil pesaient sur mon âme. Et puis, elle l'a dit. Le seul mot qu'elle n'aurait jamais, au grand jamais, dû utiliser. Franchement, a soupiré Marjorie,
en reposant son verre. C'est bien que tu aies un travail sans danger, Collins. Tu es juste plus douce. Tu n'es pas taillé pour le combat. Tu es ce que les garçons appellent un POG, n'est-ce pas, Nathan? Un personnel autre qu'un fantassin. La pièce est devenue d'un silence de mort. POG n'était pas juste un acronyme. Dans l'armée, venant d'une civile qui n'avait jamais servi un seul jour de sa vie, c'était une insulte. C'était un rejet de chaque sacrifice, de chaque risque, de chaque goutte de sueur. Nathan a fait tomber sa fourchette. Elle a percuté la porcelaine avec une violence qui a fait sursauter tout le monde. Maman, a-t-il averti, la voix sombre. Quoi? Marjorie a scié, innocente et cruelle. C'est vrai, non? C'est une planquée, un gratte-papier. Pourquoi prétendre le contraire? C'était le coup de grâce. Le barrage a cédé. La secrétaire avait disparu. Oracle 9 entrait dans la pièce, et elle n'apportait pas de trombone. Elle apportait le feu. Le mot flottait dans l'air, toxique et lourd. POG. Pour les civils, ce n'est qu'un acronyme. Pour les militaires, c'est une ligne de démarcation. Mais la façon dont Marjorie l'avait prononcé, avec ce rictus, cette arrogance désinvolte de femme ivre au vin, en faisait une arme. Un POG, a-t-elle répété, savourant le mot. C'est ce que tu es, n'est-ce pas, Collins? Un tigre de papier, quelqu'un qui porte le costume mais qui ne joue jamais le rôle. Elle a repris une gorgée de son cabernet, le regard vitreux, mais intensément concentré sur l'objectif de me détruire. Je dois être honnête avec toi, parce que je suis de la famille, et que la famille se dit la vérité. C'est embarrassant. Je regarde la photo de ton père sur la cheminée, un vrai soldat, et puis je te regarde, toi. Il aurait honte. Tu salis sa mémoire. En te pavanant dans un uniforme que tu ne portes que pour classer des déclarations d'impôts. Mon sang s'est glacé. Ce n'était plus la chaleur de l'embarras. C'était le frisson glacial d'une lucidité absolue. Elle avait franchi la ligne. Elle ne m'avait pas seulement insulté. Elle avait invoqué mon père pour le faire. Marjorie, ai-je dit, d'une voix qui n'était qu'un murmure. Arrêtez. Pourquoi, a-t-elle ri, gesticulant avec sa fourchette. Parce que la vérité blesse? Tu penses que mettre un uniforme te rend spécial? C'est juste un déguisement, Collins. Tu joues à te déguiser, pour tromper les gens et leur faire croire que tu as de l'importance. Mais nous savons. Nous savons que tu n'es qu'une employée de bureau glorifiée. Qui se cache dans les jupes du gouvernement. J'ai tourné la tête lentement, pour regarder ma mère. Elle était assise juste en face de moi, les épaules voûtées, comme si elle s'attendait à recevoir un coup physique. Elle avait entendu chaque mot. Elle avait entendu sa belle-sœur traiter sa fille d'imposteur, de honte, de tache sur le nom de la famille. Maman, ai-je dit doucement. Ma mère n'a pas levé les yeux. Elle s'est affairée à couper un morceau de dinde, qu'il était déjà. Elle a pris une gorgée d'eau. Elle a tout fait, sauf me regarder dans les yeux. Elle a tout fait, sauf dire, ça suffit, Marjorie. Le silence de son côté de la table était plus bruyant que les insultes de Marjorie. C'était une confirmation assourdissante. J'étais seul dans cette pièce, dans cette famille. Je n'avais pas d'allié. Ma propre mère échangerait ma dignité, contre un dîner paisible et une invitation permanente à la maison de la plage. Un œuf froid et dur s'est formé dans mon estomac. Le dernier lien d'obligation familiale a cédé. Waouh, ai-je soufflé. Très bien. J'ai baissé les yeux vers mes mains. Ma main droite agrippait le couteau de table en argent. Je l'ai serré. Mes jointures sont devenues blanches. Le métal s'enfonçait dans ma paume, une douleur d'ancrage qui m'empêchait de renverser la table. En face de moi, la dynamique a changé. Nathan ne riait plus. Son sourire narquois avait disparu de son visage. Il fixait ma main, et la façon dont je tenais le couteau. C'était un cil. Il avait été entraîné à reconnaître les signes de menace. Il savait qu'une telle prise ne venait pas d'une blessure d'amour-propre. Elle venait d'un instinct meurtrier réprimé. Il a levé les yeux vers mon visage. Je ne regardais plus Marjorie. Je fixais un point sur le mur derrière elle. Mes yeux étaient dans le vague, mais intense. Ma respiration avait ralenti. Ma posture avait changé, les épaules carrées, le menton rentré.
Ce n'était pas la posture d'une nièce abattue. C'était la posture d'un opérateur entrant dans une zone de tir. Nathan a lentement, délibérément, posé son verre de vin sur la table. Clac. Maman, a-t-il dit. Sa voix était différente maintenant. Le fils espiègle avait disparu. C'était le capitaine de corvette qui parlait. Tais-toi. Marjorie a scié, stupéfaite. Pardon? Nathan, chérie, ne sois pas impoli. Je lui dis juste ce qu'elle a besoin d'entendre, pour son propre bien. J'ai dit, tais-toi, a aboyé Nathan. L'ordre a claqué comme un coup de fouet, à travers la table de la salle à manger. Marjorie a reculé, la bouche entr'ouverte. Ma mère a enfin levé les yeux, grands ouverts de terreur. Nathan les a ignorés toutes les deux. Il s'est penché en avant, les coudes sur la table, envahissant mon espace. Il a plongé son regard dans le mien. Il cherchait. Il regardait au-delà du tailleur gris, au-delà de la façade de la cousine Collins, essayant de trouver ce qu'il venait d'entrevoir, dans ma façon de tenir le couteau. Il a vu le tissu cicatriciel dans mes yeux, le genre que l'on n'obtient pas avec des coupures de papier. Il a vu le regard vide des 1000 mètres, que j'avais laissé transparaître pendant une fraction de seconde. Collins, a dit Nathan, la voix basse, mortellement sérieuse. Tu n'es pas dans l'administration, n'est-ce pas? Je n'ai pas répondu. J'ai gardé mon regard fixe, froid. Je t'observe depuis le début de la soirée, a continué Nathan, les yeux plissés. Tu as inspecté la pièce quand tu es entré. Tu as vérifié les sorties. Tu ne t'es pas assise une seule fois le dos tourné à la porte. Et cette prise. Il a fait un signe de tête vers ma main, qui étranglait toujours le couteau. Ce n'est pas comme ça qu'une employée de bureau tient ses couverts. Nathan, de quoi parles-tu, a bredouillé Marjorie, essayant de reprendre le contrôle. Elle est juste contrariée parce que je l'ai remise à sa place. Silence. Nathan a frappé du poing sur la table, faisant trembler la porcelaine fine. Il n'a pas rompu le contact visuel avec moi. Arrête ton numéro, Collins, a-t-il dit. Ce n'était pas une requête. Tu n'es pas un POG. Tu ne l'as jamais été. J'ai déjà vu ce regard. Je l'ai vu chez des gars qui reviennent d'endroits qui n'existent pas sur les cartes. Il s'est penché encore plus, sa voix tombant à un murmure qui portait plus de poids qu'un cri. Ne me mens pas. Pas ici. Pas maintenant. Il a pris une inspiration, puis il a posé la question qui allait briser la mascarade pour toujours. Quel est ton nom de code? La question est restée suspendue en l'air. Un nom de code n'est pas juste un surnom. C'est une identité. C'est qui vous êtes quand le monde est en feu. C'est le nom que les pilotes hurlent à la radio, quand ils ont besoin d'un appui aérien. C'est le nom que les ennemis murmurent avec effroi. Si je lui répondais, il n'y avait pas de retour en arrière possible. Si je lui répondais, le costume gris, le travail ennuyeux, la nièce ratée, tout cela mourrait ici même, sur cette table. Marjorie regardait d'un air confus, de l'un à l'autre. Un nom de code, comme dans Top Gun? C'est quoi ces bêtises? Nathan l'a ignoré. Dis-moi, Collins. J'ai besoin de savoir face à qui je suis assis. Es-tu ma cousine, la secrétaire? Ou es-tu autre chose? J'ai lentement desserré ma main du couteau. Le sang a afflué de nouveau dans mes jointures blanches. J'ai regardé Nathan. J'ai vu un homme qui pensait être le mâle dominant de la pièce. J'ai vu un homme qui croyait savoir à quoi ressemblait le pouvoir, parce qu'il portait un trident sur sa poitrine. Il n'en avait aucune idée. J'ai pris ma serviette, et j'ai tamponné le coin de ma bouche. Le mouvement était lent, délibéré, élégant. Tu veux vraiment savoir, Nathan, ai-je demandé doucement. Oui, a-t-il sifflé. J'ai baissé la serviette. Je l'ai regardé droit dans les yeux, et j'ai laissé tomber complètement le masque. Oracle 9. La salle à manger était silencieuse, à l'exception du léger bourdonnement du réfrigérateur dans la pièce voisine. Ma mère retenait son souffle. Marjorie clignait des yeux, un sourire confus figé sur le visage, attendant la chute de la blague. Nathan était penché en avant, ses yeux bleus verrouillés sur les miens, comme des viseurs laser. Il me mettait au défi. Il pensait que je bluffais. Il s'attendait à ce que je dise quelque chose d'administratif, quelque chose comme soutien éco ou logistique. Je n'ai pas cligné des yeux.
Je n'ai pas rompu le contact visuel. J'ai laissé le silence s'étirer, jusqu'à ce qu'il soit presque douloureux. Puis, j'ai ouvert la bouche, et j'ai prononcé les mots qui n'avaient jamais quitté une installation sécurisée auparavant. Oracle 9. Je l'ai dit doucement. Pas de drame, pas de mise en scène, juste un fait. Pendant une fraction de seconde, rien ne s'est passé. Puis, fracas. La fourchette de Nathan a heurté son assiette. Il ne l'avait pas fait tomber. C'était un spasme. Sa main avait tressailli, comme s'il avait touché un fil électrique sous tension. Les couleurs ont déserté son visage à une vitesse terrifiante. L'instant d'avant, il était le Navy Seal rougeau et arrogant. L'instant d'après, il était gris, couleur de cendre, comme s'il avait vu un fantôme. Il s'est levé. Il ne s'est pas contenté de se lever. Il s'est mis au garde-à-vous. Sa chaise a raclé violemment le parquet, tombant en arrière dans un grand fracas. Il ne l'a même pas regardé. Son dos était droit comme un i, son menton rentré, ses bras plaqués contre ses flancs. C'était la réaction musculaire involontaire d'un soldat, se retrouvant en présence d'un dieu. Marjorie a sursauté, serrant son collier de perles. « Nathan, qu'est-ce que tu fais enfin ?» Oracle 9, a chuchoté Nathan. Sa voix tremblait. Une peur réelle. Tu es la coordinatrice de la Task Force Black, l'opération syrienne. J'ai pris mon verre de vin, et j'en ai bu une gorgée lente. Asseyez-vous, capitaine de corvette. Il ne s'est pas assis. Il ne le pouvait pas. Il avait l'air sur le point de vomir. Je ne savais pas. Je le jure devant Dieu, Collins, je ne savais pas. Les rumeurs. Les gars parlent d'Oracle 9 comme d'un mythe. On pensait que vous étiez un général, ou un comité. Juste moi, ai-je dit calmement. Juste la cousine qui classe les papiers. Marjorie nous regardait l'un et l'autre, le visage déformé par l'agacement. Elle détestait être exclue de la blague. Elle détestait ne pas être le centre de l'attention. Oh, pour l'amour du ciel, a-t-elle glapi, frappant la table de la main. Qu'est-ce que c'est que ça? Un jeu vidéo? Oracle 9? C'est quoi, une nouvelle crème anti-âge? Arrête de jouer aux soldats, Collins. Tu fais peur à ta mère. Elle a lâché un rire aigu et sec. Regarde-le, Nathan. Elle te fait sursauter pour des broutilles. C'est probablement juste son mot de passe de messagerie. Tais-toi, maman. Le cri s'est arraché de la gorge de Nathan. C'était bestial. C'était désespéré. Marjorie s'est figée. En 35 ans, elle n'avait jamais entendu son fils élever la voix contre elle. Pas une seule fois. Nathan, a-t-elle gémi. Nathan s'est tourné vers elle, le regard fou. Il a pointé un doigt tremblant vers moi. As-tu la moindre idée de qui elle est? As-tu la moindre idée de ce dont tu te moques depuis le début de la soirée? C'est Collins, a balbutié Marjorie. C'est une secrétaire. Elle est l'agent de renseignement du plus haut niveau de cet hémisphère, a rugi Nathan. Elle possède des niveaux d'accréditation qui n'ont même pas de nom. Maman, écoute-moi bien. Oracle 9 autorise les missions de neutralisation et de capture. Elle dirige les frappes de drones. Elle déplace des groupes aéronavals entiers comme des pièces d'échecs. Il m'a regardé de nouveau, la sueur perlant sur son front. Mon officier commandant, mon capitaine, a besoin de prendre rendez-vous, juste pour parler à son équipe. Et toi? Tu l'as appelé un POG. Nathan a eu un rire hystérique et terrifié. Tu as traité Oracle 9 de POG. Elle pourrait me retirer mon grade sur un simple coup de fil. Elle pourrait te faire enquêter par le FBI pour trahison. Elle pourrait nous effacer. Marjorie a pâli, sa bouche s'ouvrant et se fermant comme un poisson hors de l'eau. Elle m'a regardé, m'a vraiment regardé, pour la première fois. Elle voyait le tailleur gris. Elle voyait le visage banal. Mais maintenant, dépouillée de ses illusions, elle voyait l'acier qui se trouvait en dessous. C'est vrai, a-t-elle murmuré. Je ne lui ai pas répondu immédiatement. J'ai lentement plié ma serviette, et je l'ai posée à côté de mon assiette. J'ai lissé un pli de la nappe. Répondre au téléphone, ai-je dit d'un air songeur, faisant écho à ses mots de tout à l'heure. C'est ce que vous avez suggéré, n'est-ce pas?
Peut-être que Nathan pourrait me trouver un travail pour répondre au téléphone. Marjorie a tressailli. Je ne réponds pas au téléphone, tante Marjorie, ai-je dit, d'une voix froide et posée. Je le fais sonner. Et quand je le fais sonner, les présidents répondent. Je me suis levé. Le mouvement était fluide, gracieux. J'ai contourné la table jusqu'à l'endroit où Nathan se tenait toujours au garde à vous. Il avait l'air de vouloir disparaître à travers le plancher. Repos, Nathan, ai-je dit doucement. Il a laissé échapper un souffle qu'il retenait depuis une minute, ses épaules s'affaissant, mais il n'a pas osé me regarder dans les yeux. Je me suis tourné vers Marjorie. Elle se recroquevillait dans sa chaise, paraissant plus petite et plus vieille que je ne l'avais jamais vue. La grande matriarche d'Arlington avait été réduite à une vieille femme tremblante, dans une robe de créateur. J'ai gardé le silence pendant 18 ans, lui ai-je dit. Non pas parce que j'avais honte, mais parce que mon travail exige le silence. Parce que la sécurité de cette famille et de ce pays dépend du fait que des gens comme moi restent dans l'ombre, pendant que des gens comme Nathan ont droit aux parades. J'ai fait un geste vers les décorations de Nathan. Il les a méritées. J'ai raclé ma gorge. C'est un bon soldat. Il défonce des portes. Mais c'est moi qui lui dis quelle porte défoncer. Et je m'assure qu'il n'y ait pas de bombe de l'autre côté. Je me suis penché tout près d'elle, posant mes mains sur le dossier de sa chaise. Elle sentait la peur à présent, recouvrant le parfum cher. La sécurité opérationnelle, la discrétion, est plus importante que votre ego, Marjorie. Elle est plus importante que votre besoin de vous vanter au country club. Je tolère vos insultes parce que je suis discipliné. Mais ce soir, vous avez insulté mon père, et vous avez insulté l'uniforme. Je me suis redressé, et j'ai boutonné mon blazer gris. Je pars maintenant. La dinde était sèche, d'ailleurs. J'ai regardé ma mère. Elle pleurait silencieusement, les larmes coulant sur son visage. Mais pour la première fois, elle me regardait. Et dans ses yeux, il n'y avait pas de pitié. Il y avait de l'admiration. Maman, ai-je dit, tu peux rester si tu veux, mais moi, je rentre chez moi. J'ai tourné les talons, et j'ai marché vers le hall. Mes talons claquaient sur le parquet. Un rythme régulier. Clac, clac, clac. Derrière moi, la salle à manger était un tombeau. Personne ne bougeait. Personne ne parlait. Le seul bruit fut le fracas du verre de vin de Marjorie, lorsque sa main tremblante l'a finalement renversé, répandant le vin rouge sur la nappe d'un blanc immaculé, comme du sang. Je n'ai pas regardé en arrière. J'ai ouvert la lourde porte en chêne, et je suis sorti dans la nuit. L'air était froid, mordant. J'ai pris une grande inspiration, remplissant mes poumons d'un oxygène qui ne sentait ni l'hypocrisie ni les mensonges. J'ai marché jusqu'à ma vieille Ford Taurus cabossée. Elle avait la même allure qu'une heure plus tôt. Poussiéreuse, vieille, banale. Mais alors que je déverrouillais la portière, elle m'a paru différente. Elle m'a paru être un char de combat. Je me suis assise sur le siège conducteur, et j'ai vérifié mon téléphone. Un appel manqué, ligne sécurisée. J'ai rappelé. Ici Oracle, ai-je dit. Allez-y. La voix à l'autre bout était brève. Urgent. Madame, nous avons une situation à Kaboul. La Task Force Alpha demande votre autorisation pour une exfiltration. J'arrive, ai-je dit. Heure d'arrivée estimée, 20 minutes. J'ai démarré le moteur. Les phares ont fendu l'obscurité de la rue de banlieue. J'ai reculé hors de l'allée, laissant le manoir et les médailles derrière moi. J'avais un travail à faire, un vrai travail. Répondre au téléphone, ai-je répété, laissant les mots flotter dans l'air comme de la fumée. C'est ce que vous avez suggéré, n'est-ce pas? Peut-être que Nathan pourrait me trouver un travail pour répondre au téléphone. Marjorie a tressailli. La couleur qui avait quitté son visage revenait lentement, mais ce n'était pas la rougeur saine de l'embarras. C'était le rouge marbré et irrégulier d'une narcissique acculée. Mais pourquoi n'as-tu rien dit, a-t-elle bafouillé, sa voix montant dans les aigus, jusqu'à devenir un gémissement. Elle a regardé autour de la pièce, cherchant désespérément un allié, mais n'en a trouvé aucun. Collins, comment aurais-je pu savoir? Tu ne parles jamais de ton travail. Tu viens ici dans ces vêtements tristes, en conduisant cette terrible voiture. Je voulais juste t'aider. J'ai ri. C'était un son sec, sans humour. M'aider?
C'est comme ça que vous appelez ça? Oui, a-t-elle insisté, s'agrippant à son collier de perles comme à une bouée de sauvetage. Je t'ai bousculé parce que je tiens à toi. Je voulais que tu aies de l'ambition, Collins. Je ne voulais pas que tu gâches ta vie. Je voulais seulement ce qu'il y a de mieux pour toi. Arrêtez, ai-je dit. Ce seul mot a tranché son hystérie comme une lame. Je me suis approché d'elle. Elle s'est recroquevillée dans sa chaise, se pressant contre le revêtement coûteux. Vous ne vouliez pas ce qu'il y a de mieux pour moi, Marjorie, ai-je dit, la voix ferme et froide. Vous vouliez ce qu'il y a de mieux pour votre ego. Vous aviez besoin d'un échec. Vous aviez besoin de quelqu'un à pointer du doigt en disant « Regardez-la. Regardez comme elle est triste et insignifiante », pour que Nathan paraisse encore plus grand en comparaison. J'ai désigné Nathan, qui était toujours debout, ayant l'air de quelqu'un dont le monde entier venait de basculer sur son axe. Nathan est la star, ai-je continué. Il est le héros. C'est l'enfant chéri. Mais une étoile ne brille jamais aussi fort que sur un fond sombre. C'est ce que j'étais pour vous, n'est-ce pas? J'étais le fond sombre. J'étais l'accessoire que vous utilisiez pour faire briller votre fils encore plus. Marjorie a ouvert la bouche pour protester, mais aucun mot n'est sorti. La vérité était trop flagrante, trop nue. Je n'ai jamais, a-t-elle murmuré faiblement. Tu l'as fait, a dit Nathan. Sa voix était rauque. Il regardait sa mère, mais l'admiration qui remplissait habituellement ses yeux avait disparu. À sa place, il y avait quelque chose de plus froid, quelque chose qui ressemblait à du dégoût. Elle a raison, maman, a dit Nathan, en secouant lentement la tête. Mon Dieu, elle a raison. Tu m'as toujours dit qu'elle était paresseuse. Tu m'as dit qu'elle avait échoué au véritable entraînement. Tu m'as dit qu'elle n'était qu'une employée de bureau. Il a baissé les yeux sur ses mains. Des mains qui avaient tenu des armes. Des mains qui avaient sauvé des vies. Et puis, il a de nouveau regardé sa mère. Tu m'as rendu arrogant. Tu m'as fait croire que j'étais meilleur qu'elle, juste parce que je porte un uniforme que tout le monde reconnaît. Mais je ne suis pas meilleur. Je suis juste plus bruyant. Nathan, a haleté Marjorie, les larmes lui montant aux yeux. Des larmes de complaisance, pas de remords. Comment peux-tu dire ça? Je suis ta mère. J'ai tout fait pour toi. Tu m'as menti, a simplement dit Nathan. Tu as regardé une femme qui sert au plus haut niveau de la sécurité nationale, et tu l'as traitée de POG, parce que ça te donnait l'impression d'être importante. Il s'est détourné d'elle, incapable de regarder son visage plus longtemps. L'idole était tombée. Le piédestal s'était brisé. J'ai regardé la prise de conscience envahir Marjorie. Elle avait perdu. Elle avait perdu la partie qu'elle jouait depuis 18 ans. Elle avait perdu le contrôle du récit. Et pire que tout, elle perdait l'adoration de son fils. Pour un narcissique, c'est un sort pire que la mort. Elle a de nouveau tourné son regard vers moi. La peur dans ses yeux a été remplacée par une haine soudaine et féroce. Si elle ne pouvait pas me contrôler, elle essaierait de me détruire une dernière fois. Alors, tu penses que tu vaux mieux que nous maintenant, a-t-elle craché, la voix tremblante de rage. Juste parce que tu as une accréditation secrète, juste parce que tu as un nom de code fantaisiste? Tu restes juste Collins. Tu es toujours la fille sans mari, sans enfant, sans vie. Tu es froide. Tu es vide. Je suis discipliné, les jeux corrigés. Je l'ai regardé avec une clarté qui me semblait libératrice. 18 ans, Marjorie. Pendant 18 ans, je me suis assise à cette table, j'ai mangé votre dinde sèche, et j'ai avalé vos insultes. Je ne l'ai pas fait parce que j'étais faible. Je ne l'ai pas fait parce que j'avais peur de vous. Je me suis penché, ma voix descendant à un murmure qui l'a obligé à se pencher pour m'entendre. Je l'ai fait parce que j'y ai été entraîné. J'ai été entraîné à garder des secrets qui vous feraient blanchir les cheveux. J'ai été entraîné à faire passer la mission avant mes sentiments personnels. Mon serment à la Constitution est plus important que ma fierté. C'est la différence entre nous. Vous avez besoin d'applaudissements pour vous sentir exister. Pas moi. Je me suis redressé, lissant mon blazer. Mais ce soir, vous avez franchi la ligne rouge. Vous ne m'avez pas seulement insulté. Vous avez insulté mon père. Et vous avez essayé d'utiliser sa mémoire pour me faire honte. J'ai secoué la tête.
Vous n'avez plus le droit de prononcer son nom. Plus maintenant. Marjorie tremblait. Son visage était un masque de fureur hideuse et déformé. Elle ne pouvait pas supporter la vérité. Elle ne pouvait pas supporter le miroir que je tendais à son âme. Sors, a-t-elle hurlé. C'était un son aigu et perçant, qui a brisé la tension dans la pièce. Sors de ma maison, espèce de fille ingrate et misérable. Sors. Elle pointait la porte du doigt, la main tremblant violemment. Elle essayait de reconquérir son territoire. Elle essayait d'avoir le dernier mot. Je n'ai pas tressailli. Je n'ai pas crié en retour. J'ai simplement hoché la tête. Avec plaisir, ai-je dit. J'ai regardé ma mère une dernière fois. Elle était toujours assise là, silencieuse, les larmes coulant sur son visage. Mais elle m'a fait un minuscule signe de tête, imperceptible. Ce n'était pas suffisant pour compenser des années de silence, mais c'était un début. Au revoir, maman, ai-je dit doucement. J'ai tourné les talons, et j'ai marché vers le hall. Je ne me suis pas pressé. J'ai marché avec le pas mesuré d'une femme, qui sait exactement où elle va. Ne reviens pas, a hurlé Marjorie derrière moi. N'ose même pas revenir ici en espérant un dîner de Noël. Tu es morte pour moi. Ces mots ont rebondi inoffensivement sur mon dos. Ce n'était que du bruit, des parasites. J'ai atteint la lourde porte en chêne, et je l'ai ouverte. L'air extérieur m'a frappé comme un coup physique, froid, vif et pur. Ça sentait l'hiver et les feuilles mortes, mais pour moi, ça sentait la liberté. Ça sentait la fin d'un chapitre très long, et très sombre. Je suis sorti sur le porche, et j'ai laissé la porte se refermer derrière moi. Boum. Le son était définitif. C'était le son d'un pont qui brûle, et la chaleur des flammes était incroyable. J'ai descendu l'allée vers ma voiture. Le vent me mordait les joues, mais je n'ai pas boutonné mon manteau. Je voulais le sentir. Je voulais tout ressentir. Pour la première fois de ma vie, je n'étais pas la nièce qui n'était pas à la hauteur. Je n'étais pas la cousine qui vivait dans l'ombre. J'étais Collins Flynn. J'étais Oracle 9. Et j'étais libre. Si vous avez déjà eu à vous éloigner d'un membre de votre famille pour sauver votre propre santé mentale, cliquez sur le bouton j'aime. C'est la chose la plus difficile à faire, mais parfois, c'est le seul moyen de survivre. Laissez un commentaire disant « J'ai choisi la paix » si vous êtes d'accord pour dire que les limites sont nécessaires. J'ai atteint ma voiture, et j'ai posé la main sur la poignée de la portière. Mon téléphone a vibré dans ma poche. Une ligne sécurisée. Je l'ai sorti. L'écran brillait dans l'obscurité. Ici Oracle, ai-je répondu. Madame. La voix à l'autre bout était brève. Urgent. Une situation se développe dans le secteur 4. La Task Force Alpha demande l'autorisation pour une exfiltration immédiate. J'ai regardé la maison une dernière fois. Par la fenêtre, je pouvais voir Marjorie qui gesticulait encore frénétiquement, criant dans une pièce vide. J'ai vu Nathan, assis, la tête entre les mains. Je leur ai tourné le dos. J'arrive, ai-je dit dans le téléphone. Heure d'arrivée estimée, 20 minutes. Je suis monté dans la voiture, j'ai démarré le moteur, et je suis parti. Le rétroviseur était sombre, mais la route devant moi était éclairée par mes phares, brillante et dégagée. Le Pentagone à 2 heures du matin est un autre monde. Les touristes sont partis. Les immenses parkings sont vides, à l'exception des voitures éparses des officiers de quart et des équipes de réponse aux crises. Les couloirs, qui bourdonnent habituellement du bruit de milliers de bureaucrates, sont silencieux, s'étirant comme d'interminables artères en linoléum. Mais au fond de l'anneau, à l'intérieur du NMCC, le centre de commandement militaire national, le pouls ne s'arrête jamais. J'ai franchi les doubles portes, en montrant mon badge. Le garde de la marine ne l'a pas seulement vérifié, il m'a reconnu. Il s'est redressé, en faisant un signe de tête sec. Madame. Statut, ai-je demandé, sans ralentir le pas, salle de situation B. Ils vous attendent, Oracle. Je suis entré dans la pièce. C'était une ruche de chaos contrôlé. Une douzaine d'analystes étaient penchés sur des terminaux informatiques, leurs visages illuminés par la lueur bleue des écrans. Sur le mur principal, une carte numérique massive de Kaboul, en Afghanistan, était affichée en haute définition. Officier sur le pont, a aboyé quelqu'un. La pièce ne s'est pas mise au garde à vous.
On ne fait pas ça en mode crise. Mais l'énergie a changé, les têtes se sont tournées, les yeux se sont concentrés. L'incertitude qui remplissait la pièce s'est évaporée à l'instant où j'ai franchi la porte. Je n'étais plus Collins, la parente pauvre. Je n'étais plus la nièce qui portait des vêtements ennuyeux. Ici, dans cette pièce sans fenêtre remplie de secrets, j'étais le super prédateur. Parlez-moi, ai-je ordonné, en jetant mon manteau sur une chaise, et en retroussant les manches de mon blazer gris. Le major Vance, un officier de renseignement chevronné avec des poches sous les yeux, s'est avancé. Nous avons un problème. L'agent d'Oracle, Echo 4, a été compromis. Sa couverture a été grillée il y a 20 minutes. Il est retranché dans une planque du district 9, mais il a des hostiles qui se rapprochent. 3 PQPS armés, peut-être 15 hommes à pied. J'ai regardé l'écran. Un flux de drones en direct montrait les signatures thermiques. Des fantômes d'un blanc incandescent, se déplaçant dans les rues sombres de Kaboul. J'ai vu la planque. J'ai vu les camions ennemis tourner en rond, comme des requins. Echo 4 n'était pas qu'un simple agent. C'était un père de 2 enfants, originaire de l'Ohio, qui était infiltré sous couverture depuis 6 mois, pour recueillir des renseignements sur une cellule terroriste. C'était l'un des nôtres. Quel est le statut de la QRF, ai-je demandé. L'équipe Alpha est à 5 minutes, a dit Vance, pointant un groupe de points bleus sur la carte. Mais les règles d'engagement sont délicates. Nous avons des civils dans la zone. J'ai zoomé sur l'image. Mes yeux se sont plissés. Là, juste à côté du mur de l'enceinte, se trouvaient 3 petites signatures thermiques. Elles étaient trop petites pour être des combattants. Des enfants, ai-je murmuré. Ils jouent au foot dans la rue. Si nous engageons le combat avec les missiles Elfir du drone, nous les anéantissons, a dit Vance d'un ton sinistre. Si nous attendons qu'Alpha arrive à pied, Echo 4 sera débordé. La pièce est devenue silencieuse. Tout le monde m'a regardé. C'était ça, le fardeau. C'était ça, le travail. Marjorie pensait que je faisais le café. En réalité, je prenais des décisions de vie ou de mort, en un clin d'œil. Je pouvais sentir le fantôme de mon père se tenir à mes côtés. Fais ce qui est difficile, dirait-il. Fais ce qui est juste. Nous n'échangeons pas des vies innocentes, ai-je dit, ma voix tranchant à travers le ronronnement des serveurs. Annulez la frappe aérienne. Dites à Alpha de débarquer à 2 pâtés de maison à l'est, et de les prendre à revers. On y va en douceur. On utilise les équipes de tireurs d'élite pour dégager la voie. Cela augmente les risques pour notre équipe, a objecté un colonel de l'armée de l'air. Ça prendra plus de temps. Je sais, ai-je dit, en me tournant vers lui. Mais Alpha est la meilleure. Ils peuvent gérer ça. Je ne vais pas tuer 3 gamins pour respecter un calendrier. J'ai pris le casque radio. Alpha 1, ici Oracle. Vous avez le feu vert pour engager. Combat rapproché uniquement. Faites attention aux tirs croisés. Ramenez notre gars à la maison. Bien reçu, Oracle. La voix du chef d'équipe a grésillé dans mon oreille. En mouvement, maintenant. Pendant les 12 minutes qui ont suivi, je n'ai pas respiré. J'ai regardé les points bleus fusionner avec les points blancs. J'ai regardé les éclairs des canons éclore comme de minuscules fleurs silencieuses sur l'écran. J'ai écouté les communications professionnelles d'hommes qui exerçaient la violence en mon nom. Sniper 1. Cible abattue. Effraction en cours. Dégagé. Nous avons le paquet. Echo 4 est en sécurité. Un soupir collectif a parcouru la pièce, mais je ne me suis pas détendu. Pas encore. Et les enfants, ai-je demandé. Alpha 1, ici. La voix est revenue. Nous les avons repoussés dans la ruelle avant d'engager le combat. Ils ont peur, mais ils sont sains et saufs. Aucun dommage collatéral. J'ai fermé les yeux une seconde, relâchant la tension dans mes épaules. Nous l'avions fait. Nous avions sauvé l'agent, et nous avions gardé nos âmes. Bon travail sur la cible, ai-je dit dans le micro. Ramenez-les. Oracle, terminé. J'ai enlevé le casque, et je l'ai posé sur la console. Ma main était ferme. La pièce a repris son activité calme. Les analystes tapaient des rapports. Les officiers passaient des appels. Mais il y avait une nouvelle légèreté dans l'air. C'était une bonne décision,
Collins, a dit une voix grave derrière moi. Je me suis retourné. C'était le général Sotto, mon supérieur direct. Un homme dur, qui distribuait rarement des compliments. Vous avez pris un risque en détournant la frappe aérienne, a-t-il dit, en regardant la carte. Mais vous aviez raison. Si nous avions touché ces enfants, les retombées politiques auraient été un cauchemar, et puis. C'était la chose à faire. Il a plongé la main dans sa poche, et en a sorti un dossier chemise. Il l'a tapoté contre sa paume. J'allais attendre jusqu'à lundi, a-t-il dit. Mais après ce soir, et honnêtement, après avoir passé les 18 dernières années à vous regarder travailler, il semble que ce soit le moment approprié. Il m'a tendu le dossier. Je l'ai ouvert. À l'intérieur, se trouvait une simple feuille de papier, avec le sceau du département de la Défense en haut. C'était un ordre de promotion. Félicitations, a dit Sotto, en me tendant la main. Colonel Flynn. J'ai fixé le papier. Colonel. Colonel à part entière. C'était un grade qui forçait instantanément le respect. C'était un grade que mon père n'avait jamais atteint. La commission a été unanime, a poursuivi Sotto. Ils savent qui dirige les opérations ici en bas. Vous faites ce travail depuis des années, Collins. Il est temps que vous portiez le grade. J'ai senti une boule dans ma gorge, non pas de tristesse, mais d'une fierté immense. Ce n'était pas un trophée de participation. Ce n'était pas une médaille décernée parce que j'étais l'enfant de quelqu'un. J'avais mérité cela. Chaque nuit blanche, chaque fête manquée, chaque décision difficile m'avait mené à ce moment. Merci, monsieur, ai-je dit, en lui serrant la main. Ma poigne était ferme. Rentrez chez vous, colonel, a dit Sotto avec un rare sourire. Allez dormir. Vous avez une mine affreuse. Je me sens en pleine forme, monsieur, ai-je menti. Je suis sorti de la salle de situation, serrant le dossier contre ma poitrine. Les couloirs du Pentagone étaient toujours vides, mais ils ne semblaient plus solitaires. Ils me semblaient être mon royaume. Je suis passé devant un miroir dans le couloir, et je me suis arrêté. J'ai regardé mon reflet. Le tailleur gris était froissé. Mes cheveux s'échappaient de leur chignon. Mes yeux étaient cernés par la fatigue, mais je ne voyais pas l'échec que Marjorie voyait. Je ne voyais pas le POG dont Nathan s'était moqué. Je voyais un colonel. Je voyais une guerrière. Je voyais Oracle 9. J'ai repensé au dîner plus tôt dans la soirée. J'ai repensé aux 20 hors de prix, et aux vantardises creuses. Tout cela semblait si petit à présent, si insignifiant. Marjorie pouvait garder son country club. Elle pouvait garder son manoir. J'avais ça. J'avais la certitude que ce soir, grâce à moi, un père rentrait chez lui pour retrouver ses enfants dans l'Ohio. Grâce à moi, 3 enfants afghans grandiraient pour voir un autre lever de soleil. C'était ça, ma médaille. Et elle valait plus que tout l'or d'Arlington. Je suis sorti dans l'immense parking, l'air froid me mordant de nouveau le visage. Je suis monté dans ma Ford Taurus, et j'ai posé le dossier sur le siège passager. Je l'ai regardé encore une fois, en souriant. Joyeux Thanksgiving, papa, ai-je chuchoté à la voiture vide. J'ai démarré le moteur et j'ai conduit vers chez moi. Le soleil commençait tout juste à poindre à l'horizon, peignant le ciel dans des tons de violet et d'or. Un nouveau jour se levait, et pour la première fois depuis très longtemps, j'étais prête à l'accueillir. Le silence est une arme. Dans la communauté du renseignement, nous appelons cela le silence radio. C'est un choix tactique pour priver l'ennemi d'informations, pour le semer la confusion, pour le faire transpirer. Mais dans une famille, le silence est tout autre chose. C'est un bouclier. Pendant 18 mois, j'ai manié ce bouclier contre Marjorie. Elle n'a pas compris le message immédiatement. Les narcissiques ne le font jamais. Ils voient le silence non pas comme une limite, mais comme un dysfonctionnement de leur panneau de contrôle. Ils vous piquent, ils vous provoquent, ils essaient de redémarrer la relation selon leurs propres termes. D'abord, il y a eu les textos. 1er décembre, Collins, ma chérie. Je suis prête à ignorer ton accès de colère à Thanksgiving. Je sais que tu étais stressé. Repartons sur de bonnes bases. Le dîner de Noël est à 14 h. Je l'ai lu. Je n'ai pas répondu. 15 décembre, j'ai acheté ce jambon hors de prix que tu aimes. Nathan vient. Ne sois pas têtu.
La famille, c'est la famille. J'ai archivé le message. 24 décembre, ta mère pleure parce que tu ne veux pas répondre. Veux-tu être responsable de gâcher son Noël? C'était ça, l'hameçon. Utiliser ma mère comme appât. C'était une tactique de manipulation classique. Autrefois, j'aurais cédé. J'aurais conduit jusqu'à chez elle, je me serais excusé pour des choses que je n'avais pas faites, et j'aurais mangé la dinde sèche, juste pour préserver la paix. Mais je n'étais plus cette personne. J'ai regardé mon téléphone, ce flot de bulles bleues exigeant mon attention, mon énergie, ma soumission. Et puis, d'un pouce calme, j'ai appuyé sur « bloquer le contact ». Le soulagement a été physique. C'était comme enlever une paire de chaussures trop serrées après une longue marche. Ma mère m'a appelé le lendemain, la voix tremblante. « Collins, s'il te plaît, réponds-lui. Sois la personne la plus mature. Tu sais comment elle est. 9 fois sur 10, elle part d'une bonne intention. » Non, maman, ai-je dit, assise dans mon appartement silencieux, avec un verre de bon vin et un livre. Elle ne part pas d'une bonne intention. Elle veut le contrôle. Et je ne boirai plus son poison, juste parce que tu as soif de paix. Mais c'est ta tante, a supplié ma mère. Et je suis un colonel, ai-je dit doucement. Je ne négocie pas avec les terroristes, maman. Et je ne négocie pas avec les membres de la famille qui me traitent comme un déchet. Ma mère s'est tue. Elle ne comprenait pas. Elle appartenait à une génération qui croyait que les liens du sang étaient plus forts que le respect de soi. Mais je savais mieux. Le sang, c'est juste de la biologie. Le respect, c'est un choix. Le véritable test est arrivé 6 mois plus tard. La cérémonie de promotion s'est tenue dans le hall des héros au Pentagone. C'est un espace sacré. Les murs sont tapissés des noms des récipiendaires de la médaille d'honneur. L'hérissant l'histoire et la cire pour parquet. Je me tenais sur l'estrade, portant mon uniforme de cérémonie bleu. Il m'allait parfaitement. Le tissu était impeccable, les rubans sur ma poitrine droits et colorés. Pas une bravoure usurpée, mais une bravoure méritée. Le général Soto se tenait devant moi. Garde à vous, a-t-il aboyé. L'assemblée s'est mise au pas. Ma mère était là, au premier rang. Elle paraissait toute petite dans son gilet beige, serrant un mouchoir. Elle pleurait, bien sûr, mais pour la première fois, ses larmes ne m'ont pas fait culpabiliser. Elles m'ont donné l'impression d'être enfin vue. Et à côté d'elle, il y avait Nathan. Il ne portait pas son uniforme de cérémonie bleue. Il était dans son uniforme de service kaki. Respectueux, sobre. Il n'était pas là pour m'éclipser. Il était là pour être le témoin de ma réussite. Lorsque le général Soto a appelé les membres de la famille pour épingler le nouveau grade, ma mère s'est avancée avec des mains tremblantes, pour épingler l'aigle sur mon épaule gauche. Elle a tâtonné avec le fermoir, les doigts nerveux. Je gère, maman, ai-je chuchoté, en lui souriant. Je suis si fière, a-t-elle sangloté. Ton père. Oh, Collins, ton père serait si fier. Puis Nathan s'est avancé sur mon côté droit. Il a pris l'aigle en argent dans la boîte en velours. Ses mains étaient fermes. Il m'a regardé dans les yeux, et le regard qu'il m'a lancé était empreint d'un profond respect de soldat. C'était le regard que l'on donne à quelqu'un qui a traversé le feu, et qui en est ressorti indemne. Mon colonel, a-t-il dit doucement, en épinglant l'aigle sur mon épaule. Capitaine de corvette, ai-je hoché la tête. Après la cérémonie, pendant la réception, Nathan m'a prise à part près du bol de punch. Il paraissait plus vieux qu'à Thanksgiving. L'arrogance qui l'enveloppait autrefois comme une seconde peau avait disparu, remplacée par une humilité silencieuse. Elle voulait venir, a dit Nathan, regardant le fond de sa tasse. Je n'avais pas besoin de demander de qui il parlait. Elle a piqué une crise quand je lui ai dit qu'elle n'était pas sur la liste. Il a continué, elle s'était achetée une nouvelle robe. Elle allait raconter à tout le monde qu'elle avait toujours su que tu étais spécial. Elle voulait être la tante du colonel. J'ai pris une gorgée de punch. Et je lui ai dit non, a dit Nathan. Il a levé les yeux vers moi. Je lui ai dit qu'elle avait perdu ce privilège, le soir où elle t'a appelé un POG. Je lui ai dit qu'on n'a pas le droit de célébrer la victoire, si on n'était pas là pendant la bataille. J'ai senti un nœud se desserrer dans ma poitrine. Merci, Nathan. Il a haussé les épaules, une ombre passant sur son visage.
J'aurais dû le faire il y a des années, Collins. Je suis désolé de l'avoir laissé m'utiliser pour te blesser. Je ne l'ai pas vu, jusqu'à ce que tu me le montres. Tu le vois maintenant, ai-je dit. C'est ça qui compte. Mais Marjorie n'en avait pas fini. Si elle ne pouvait pas être là en personne, elle forcerait sa présence dans la pièce d'une autre manière. 2 heures plus tard, de retour dans mon nouveau bureau, un bureau d'angle avec vue sur le Potomac, mon assistant, le capitaine Lewis, est entré en portant un énorme arrangement floral. C'était ostentatoire. Des orchidées, des lys, des roses. On aurait dit une gerbe funéraire pour un milliardaire. Une livraison pour vous, mon colonel, a dit Lewis, luttant pour voir par-dessus les fleurs. Pas d'adresse d'expéditeur, mais il y a une carte. J'ai retiré la carte de la petite fourche en plastique. J'ai reconnu l'écriture immédiatement. Elle était bouclée, décorative, et agressive. À ma très chère nièce, colonel Flynn. Félicitations pour avoir enfin fait quelque chose de ta vie. J'ai toujours dit à tout le monde que tu étais une fleur à éclosion tardive. Allons déjeuner. Avec amour, tante Marjorie. J'ai fixé la carte. C'était une leçon magistrale d'agressivité passive. Enfin fais quelque chose de ta vie. Même en me félicitant, il fallait qu'elle m'insulte. Il fallait qu'elle me rappelle que j'étais une fleur à éclosion tardive, sous-entendant que jusqu'à présent, je n'avais été qu'une mauvaise herbe. Et les fleurs, elles étaient trop grosses, trop voyantes. Elles étaient destinées à hurler « Regardez-moi ! Regardez quelle tante généreuse je suis !» à quiconque entrerait dans mon bureau. Elle voulait utiliser mon succès comme carburant pour son propre ego. Elle voulait un approvisionnement narcissique, la validation dont elle avait besoin comme d'oxygène. Capitaine Lewis, ai-je dit calmement. Oui, mon colonel. Rapportez ça à la salle de courrier, ai-je dit, en laissant tomber la carte dans le destructeur de documents, où les boucles et les fioritures de son écriture se sont transformées en confetti. Mon colonel? Lewis avait l'air confus. Ce sont de très belles fleurs. Ce ne sont pas des fleurs, capitaine. C'est un cheval de Troie, ai-je dit, en me retournant vers mon ordinateur. Renvoyez-les à l'expéditeur. N'ouvrez pas le plastique, et marquez le colis, refusé par le destinataire. Bien reçu, mon colonel. Lewis n'a pas posé de questions. Il a ramassé la monstruosité florale, et est sorti au pas de course. Je l'ai regardé partir. J'ai ressenti un profond sentiment de paix. Par le passé, j'aurais gardé les fleurs. Je me serais senti obligé d'écrire un mot de remerciement. Je l'aurais laissé racheter sa place dans ma vie, avec quelques centaines de pétales. Mais pas aujourd'hui. J'étais Oracle 9. C'était moi qui décidais qui avait accès à ma vie. Et concernant Marjorie, son accréditation avait été définitivement révoquée. Si vous avez déjà dû bloquer un membre toxique de votre famille pour trouver votre propre paix, laissez un commentaire ci-dessous. Ce n'est pas de la rancune, c'est de l'instinct de conservation. Je me suis tourné pour regarder par la fenêtre, vers la rivière. Le soleil se couchait, projetant de longues ombres sur Washington. Mon téléphone a vibré sur le bureau. J'y ai jeté un coup d'œil, m'attendant à une mise à jour de briefing. C'était Nathan. Le message était court. Pas d'émoji, pas de blabla. Appelle-moi quand tu peux. C'est maman. C'est grave. La paix que je venais de trouver s'est brisée comme du verre. Le silence radio avait été rompu, non pas par manipulation, mais par la mortalité. Le Centre médical militaire national Walter Reed est un lieu de contradiction. Il est stérile, mais lourd d'émotions. C'est là que les héros viennent guérir, et parfois, là où ils viennent mourir. Mais Marjorie n'était pas un héros. Elle était un ayant droit. Et maintenant, elle était une patiente dans le service d'oncologie. J'ai marché dans le couloir, le grincement de mes baskets sur le sol en linoléum résonnant dans le silence. Je ne portais pas mon uniforme. Je n'étais pas le colonel Flynn. Je n'étais pas Oracle 9. J'étais juste Collins, en jean et dans un pull gris doux, portant un mauvais café de la cafétéria, quand Nathan m'avait appelé à 3 heures du matin, la voix brisée, pour me dire, c'est le pancréas, stade 4. Toute la colère à laquelle je m'étais accroché pendant 18 mois. Elle n'a pas disparu, mais elle a perdu de son poids. La haine est lourde. Il faut de l'énergie pour la maintenir.
Et face à la finalité de la mort, la haine semblait être un gaspillage de calories. J'ai poussé la porte de la chambre 402. La femme dans le lit était une étrangère. La Marjorie que je connaissais était une force de la nature, bruyante, vibrante, peinte de couches de maquillage et d'arrogance. Cette femme était minuscule. Elle était grise. Ses cheveux, d'ordinaire teints d'un blond féroce et laqués pour les soumettre, avaient disparu, remplacés par un fin duvet clairsemé. Sa peau pendait mollement sur ses os. Nathan était assis près de la fenêtre, regardant le parking. Il avait l'air épuisé. Quand je suis entré, il s'est levé, le soulagement se lisant sur son visage. « Tu es venu » a-t-il murmuré. « Bien sûr que je suis venu » ai-je dit. Marjorie s'est agitée, ses yeux se sont ouverts lentement. Ils étaient jaunis, enfoncés, mais c'étaient toujours les siens. Elle s'est concentrée sur moi, clignant des yeux, comme pour essayer de dissiper un brouillard. « Collins. » Sa voix était un râle, une feuille sèche grattant sur du béton. « Je suis là, tante Marjorie » ai-je dit, en m'approchant du lit. Elle a essayé de lever la main, mais elle était trop lourde. J'ai tendu la main et je l'ai prise. Sa peau ressemblait à du papier parchemin. Sèche, fragile, froide. Tu as l'air différente, a-t-elle haleté. Je porte juste des vêtements civils, ai-je dit doucement. Non, elle a légèrement secoué la tête. Tu as l'air forte. Une larme s'est échappée du coin de son œil, traçant un sillon à travers la carte des rides sur sa joue. J'ai toujours détesté ça chez toi. Même quand tu étais petite, tu étais si silencieuse, si contenue. Tu n'avais besoin de personne. J'ai tiré une chaise près du lit, et je me suis assise. C'était le moment. Le moment de faire tomber le masque. Les médicaments et la proximité de la mort avaient dépouillé le narcissisme, ne laissant que la vérité brute et hideuse en dessous. Pourquoi me détestiez-vous, Marjorie, ai-je demandé. Ce n'était pas une accusation. C'était une question sincère. Elle a fermé les yeux. Parce que tu me rappelais. Lui. Ton père. Elle a pris une respiration saccadée. Tout le monde l'aimait. Il était le héros. Il était le courageux. Et moi. Je n'étais que la sœur qui avait fait un mariage d'argent. Je n'étais que celle qui organisait des fêtes. Elle a serré ma main avec une force surprenante. Et puis tu es arrivé. Et tu étais exactement comme lui. Et j'ai regardé Nathan, mon petit garçon doux, et j'ai été terrifié. Terrifié de quoi? Que tu sois meilleur que lui, a-t-elle avoué, la voix brisée. Que tu l'éclipses. Et si toi, la cousine silencieuse et ennuyeuse, étais meilleure que mon fils? Alors qu'est-ce que cela faisait de moi? Une ratée. Une mère incapable d'élever un gagnant. J'ai regardé Nathan. Il pleurait silencieusement près de la fenêtre, le dos tourné. Il entendait sa mère admettre que son amour pour lui avait été conditionnel, basé sur le fait qu'il soit meilleur que quelqu'un d'autre. Alors, j'ai essayé de te rendre insignifiante, a murmuré Marjorie. Je pensais que si je te rabaissais, si je te faisais te sentir inutile, tu ne brillerais pas autant. Et Nathan paraîtrait plus grand. Elle a ouvert les yeux et m'a regardé d'un air suppliant. J'étais jalouse, Collins. J'étais si jalouse de ta force. J'étais jalouse du fait que tu n'aies pas besoin d'applaudissements. La pièce était silencieuse, à l'exception du bip rythmique du moniteur cardiaque. Bip. 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 J'ai regardé cette femme mourante. J'ai regardé les ruines de sa vanité, et je n'ai rien ressenti. Ni colère, ni triomphe, juste une pitié profonde et douloureuse. Elle avait passé sa vie entière à construire une forteresse de mensonges, pour protéger un ego fragile. Et maintenant, à la fin, elle était seule dans les décombres. Je suis désolé, a-t-elle sangloté. Je suis tellement désolé, Collins. Pourras-tu un jour me pardonner? C'était l'instant précis où la dynamique du pouvoir avait complètement basculé. Elle implorait l'absolution. Je détenais les clés de sa paix. J'aurais pu dire non. J'aurais pu sortir de la pièce. J'aurais pu la laisser mourir avec le poids de sa culpabilité. Cela aurait été justifié. Mais je me suis souvenu des paroles d'un aumônier que j'avais rencontré à Kandahar, s'accrocher à la colère, c'est comme saisir un charbon ardent avec l'intention de le jeter sur quelqu'un d'autre. C'est vous qui vous brûlez.
J'ai regardé les cicatrices de brûlure sur mon âme. J'étais fatigué de les porter. Je vous pardonne, Marjorie, ai-je dit. Son corps s'est affaissé de soulagement. Vraiment? Oui, ai-je dit fermement. Non pas parce que ce que vous avez fait était juste. Ça ne l'était pas. Vous m'avez blessé. Vous avez blessé Nathan. Vous avez blessé ma mère. J'ai fait une pause, lissant la couverture sur sa main. Je vous pardonne, parce que je refuse de porter votre poison un jour de plus. Je vous pardonne, parce que je veux la paix, bien plus que je ne veux me venger. Marjorie a fermé les yeux, les larmes coulant librement à présent. Merci, a-t-elle murmuré. Merci. Elle s'est endormie peu de temps après, la morphine la tirant vers le fond. Je suis resté assise là pendant encore 1 heure, à regarder sa poitrine se soulever et s'abaisser. Nathan s'est approché et a posé une main sur mon épaule. Tu es une meilleure personne que moi, a-t-il dit d'une voix rauque. Je ne sais pas si j'aurais pu faire ça. Ce n'était pas pour elle, Nathan, ai-je dit en me levant. C'est pour moi. Marjorie est morte 4 jours plus tard. Les funérailles étaient exactement ce qu'elle aurait voulu. Elles se sont tenues dans une grande église épiscopale à Arlington. Il y avait des lys partout, pour des milliers d'euros de fleurs. Les bancs étaient remplis de ses amis du country club, des femmes dans des robes de créateurs noirs, et des hommes en costumes coûteux. Ils se sont levés et ont fait des éloges funèbres sur sa générosité, son style, sa joie de vivre. Ils ont parlé des fêtes qu'elle organisait. Ils ont parlé de ses galas de charité. Je me tenais au premier rang, les yeux secs. J'écoutais les mensonges. C'étaient de beaux mensonges, des mensonges polis, le genre qu'on raconte aux enterrements pour lisser les angles rugueux d'une vie. Mais je connaissais la vérité. Nathan connaissait la vérité. Alors qu'il descendait le cercueil dans la terre, j'ai levé les yeux vers le ciel. Il était d'un bleu perçant et brillant, pas un nuage en vue. J'ai pensé aux funérailles de mon père. Simple, silencieuse, honorable. J'ai pensé aux funérailles de Marjorie. Bruyante, coûteuse, creuse. J'ai réalisé à ce moment-là que l'héritage n'est pas ce que vous laissez sur votre compte bancaire. Ce n'est pas la taille de votre pierre tombale. L'héritage, c'est la vérité que vous laissez derrière vous, dans le cœur des personnes qui vous ont connu. Marjorie laissait derrière elle un héritage d'insécurité et de bruit. Mon père laissait derrière lui un héritage de service et de silence. Je savais lequel j'avais choisi. Je me suis approché de la tombe ouverte, et j'ai laissé tomber une seule rose blanche sur le cercueil. Au revoir, tante Marjorie, ai-je murmuré. Reposez en paix. La compétition est terminée. Je me suis retourné, et je me suis éloigné sur la pelouse parfaitement entretenue du cimetière. Nathan m'a emboîté le pas. Nous n'avons pas parlé. Nous n'en avions pas besoin. Nous avons franchi les grilles du cimetière, et nous sommes arrivés sur le trottoir. La ville grouillait d'activité autour de nous. La vie continuait. Et maintenant, a demandé Nathan, en me regardant. Il avait l'air perdu, comme un enfant qui vient de réaliser que la carte qu'on lui a donnée était fausse. Maintenant, ai-je souri, en respirant l'air frais. Maintenant, nous vivons selon nos propres règles. J'ai vérifié ma montre. J'ai un briefing à 14 heures. Le monde continue de tourner. Allez les attraper, Oracle, a dit Nathan, un vrai sourire effleurant ses lèvres pour la première fois depuis des semaines. Je suis monté dans ma voiture, et j'ai conduit vers Washington DC. Le Washington Monument perçait la ligne d'horizon au loin, blanc et austère contre le ciel bleu. Je me sentais plus légère que je ne l'avais été depuis 20 ans. Le fantôme avait disparu. L'ombre s'était levée. J'étais prête pour l'avenir. 15 ans, c'est long. C'est assez long pour qu'un enfant grandisse, pour qu'une guerre se termine, et pour qu'un fantôme devienne une légende. Je me tenais devant le miroir en pied, dans mon appartement d'Arlington. Le visage qui me regardait était plus vieux. Il y avait des rides autour de mes yeux, des pas de doigts gravés par des années passées à plisser les yeux sur des images satellites, et à lire des rapports de renseignements sous une faible lumière. Mes cheveux, autrefois d'un brun quelconque, étaient maintenant striés de grisâcier. Marjorie aurait été horrifiée. Elle m'aurait traîné dans un salon de coiffure pour les couvrir, pour cacher les preuves du temps. Mais j'avais mérité chacun de ses cheveux gris. Je les portais comme des médailles. J'ai ajusté le col de mon uniforme. Ce n'était plus le tailleur gris.
C'était l'uniforme de service de l'armée, la tenue de cérémonie bleue, et sur l'épaule, brillant sous les lumières encastrées, se trouvait une seule étoile en argent. Général de brigade. Cela semblait toujours surréaliste de le dire à voix haute. Général Flynn. Mon père n'avait jamais dépassé le grade de commandant. C'était un bon soldat, mais il ne jouait pas au jeu politique. Je n'avais pas joué le jeu non plus. J'avais réécrit les règles. J'ai pris ma casquette, la coiffe avec le galon doré, et je l'ai posée bien droite sur ma tête. Je me suis regardé une dernière fois. Je ne voyais pas une vieille fille solitaire. Je ne voyais pas un POG. Je voyais une femme qui avait bâti un empire à partir du silence. Il est temps d'y aller, général, ai-je murmuré à la pièce vide. Le trajet jusqu'à West Point a duré 3 heures. La vallée du fleuve Hudson était embrassée par les couleurs d'automne, le rouge, l'or, l'orange, reflétant les rubans sur ma poitrine. Quand je suis arrivé à l'académie, l'air était vif et électrique. Les cadets, dans leurs uniformes gris distinctifs, se déplaçaient d'un pas déterminé. C'était l'usine où l'armée forgeait ses leaders. Je suis entré dans l'auditorium. Les 2000 cadets se sont levés comme un seul homme. Le son de leurs chaises basculant en arrière, et de leurs bottes frappant le sol, ressemblait à un coup de tonnerre. Garde à vous. J'ai marché jusqu'au pupitre. J'ai regardé cet océan de jeunes visages. Ils étaient si jeunes. Certains avaient l'air terrifiés. D'autres avaient l'air arrogants. Je me suis revu au dernier rang, il y a 25 ans, effrayé, déterminé, essayant de prouver que j'avais ma place. Repos, ai-je ordonné. Le tonnerre a roulé de nouveau alors qu'il s'asseyait. Je n'ai pas commencé par une blague. Je n'ai pas commencé par une histoire de guerre, parlant d'explosions et de coups de feu. La plupart d'entre vous veulent être des héros, ai-je commencé, ma voix amplifiée par le microphone, ferme et claire. Vous voulez la parade sous les confettis. Vous voulez l'interview sur CNN. Vous voulez que vos voisins vous regardent avec admiration. J'ai fait une pause, laissant les mots faire leur effet. Si c'est la raison pour laquelle vous êtes ici, partez tout de suite. Un murmure de malaise a parcouru la salle. Le plus grand service que vous rendrez jamais à cette République, ne sera pas à la une du New York Times, ai-je continué. Il aura lieu dans une pièce sans fenêtre, à 3 heures du matin. Ce sera une décision que vous prendrez, et qui sauvera un millier de vies, mais personne ne connaîtra jamais votre nom. Ce sera le silence que vous garderez, quand votre famille vous demandera ce que vous faites. Et que vous leur direz que vous brassez du papier, parce la vérité est trop lourde à porter pour eux. J'ai regardé directement un jeune homme au premier rang, qui me rappelait Nathan. Beau, plein d'entrain. Nous ne sommes pas l'épée qui frappe à la lumière du jour, ai-je dit. Nous sommes le bouclier qui garde la nuit. Nous sommes les architectes de l'invisible, et notre récompense n'est pas l'applaudissement. Notre récompense, c'est le lever du soleil. Notre récompense, c'est de savoir que grâce à nous, une famille dans l'Ohio dîne en paix. Complètement ignorante des monstres que nous avons repoussés de sa porte. J'ai parlé pendant 20 minutes. Je leur ai parlé du fardeau des secrets. Je leur ai parlé de la force qu'il faut pour être incompris. Je leur ai dit que la véritable force de caractère, c'est ce que vous faites quand les lumières sont éteintes. Quand j'ai terminé, les applaudissements ont été assourdissants. Ce n'étaient pas des applaudissements polis. C'était un rugissement de respect. Alors que je quittais la scène, une jeune femme cadet s'est approchée de moi. Elle était petite, avec des yeux féroces, se tenant rigidement au garde à vous. Mon général, a-t-elle dit, sa voix tremblant légèrement. Cadet Martinez. Repos, Martinez, ai-je dit. Qu'avez-vous sur le cœur? Elle a hésité, puis a lâché, comment gérez-vous le doute, mon général? Ma famille pense que je suis folle d'être ici. Ils disent que j'aurais dû être infirmière ou professeur. Ils disent que je suis trop petite pour ce combat. J'ai souri. C'était un sourire sincère, chaleureux. J'ai plongé la main dans ma poche, et j'en ai sorti une lourde pièce de défi métallique. C'était ma pièce de défi personnelle. D'un côté, il y avait l'étoile de général. De l'autre, il y avait un œil unique, le symbole d'oracle, et la locution latine Silentium et Potentia, le silence et le pouvoir. J'ai pris sa main, et j'ai pressé la pièce dans sa paume. Il vous regarde et voit ce qui vous manque, lui ai-je dit, la voix basse et intense. Il voit votre taille.
Il voit votre sexe. Mais il ne voit pas votre feu intérieur. J'ai refermé ses doigts sur la pièce. Ne perdez pas votre salive à essayer d'expliquer votre feu à des gens qui ne comprennent que la fumée. Laissez-les douter de vous. Laissez-les vous sous-estimer. Ça vous donne l'avantage. Je me suis penché plus près d'elle. Ne leur prouvez pas qu'ils ont tort avec des mots, Martinez. Laissez l'ennemi trembler en entendant votre nom. C'est la seule preuve dont vous avez besoin. Le cadet a regardé la pièce, puis a levé les yeux vers moi. Ses yeux étaient humides, mais sa mâchoire était serrée. Merci, mon général. Rompez, cadet. Je suis sorti de l'auditorium pour retrouver la lumière du soleil. L'air semblait plus léger ici. Le poids du passé, le poids du jugement de Marjorie, de l'ombre de Nathan. Tout avait disparu. J'avais passé le flambeau. Je suis rentré à Washington DC, alors que le soleil commençait à se coucher. Quand je suis arrivé chez moi, je n'ai pas allumé la télévision. Je n'ai pas vérifié ma messagerie sécurisée. Je me suis servi un verre de pinot noir, une bonne bouteille, année 2018, et je suis sorti sur mon balcon. Le fleuve Potomac coulait silencieusement en contrebas, reflétant les lumières de la ville. Mon téléphone a vibré sur la rambarde. C'était un texto de Nathan. Joyeux anniversaire, mon général. Une photo était jointe. C'était Nathan, l'air bronzé et heureux, portant une chemise en flanelle et des bottes boueuses. Il se tenait à côté d'un magnifique cheval brun, le bras autour d'une femme souriante, sa femme, et tenant un petit garçon qui riait face à l'objectif. Il n'était plus un cil. Il n'était plus l'enfant prodige essayant de gagner l'amour de sa mère. Il était éleveur dans le Montana. Il était un mari. Il était un père. Il avait trouvé sa propre paix, loin des attentes d'Arlington. J'ai répondu, merci, Nat. Le cheval a meilleure allure que toi. Il a répondu instantanément avec un emoji qui rit. Tu me manques, Frangine. Viens nous voir. Le petit a besoin d'apprendre à saluer. J'ai souri. Un vrai sourire. J'ai regardé la ville. Pendant 40 ans, je m'étais défini par ce que je n'étais pas. Je n'étais pas le soleil. Je n'étais pas la favorite. Je n'étais pas le héros. Mais, debout là, sous les étoiles, avec un verre de vin à la main et une étoile sur l'épaule, je savais enfin qui j'étais. J'étais la fille qui avait survécu au silence. J'étais la femme qui avait transformé l'invisibilité en invincibilité. J'ai pris une gorgée de vin. Il avait le goût de la victoire. Je suis Collins Flynn, ai-je murmuré à la nuit. Je suis Oracle 9. Et pour la première fois de ma vie, j'étais libre. Ma guerre contre le passé est enfin terminée. Mais je sais que beaucoup d'entre vous se battent encore dans les tranchées. Vous n'avez peut-être pas une étoile sur l'épaule, mais si vous vous réveillez chaque jour, et que vous choisissez la dignité plutôt que la toxicité, vous êtes un héros dans mon livre. Si mon histoire vous a donné la force de tracer votre propre ligne rouge, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, et à partager cette vidéo avec quelqu'un qui a besoin de l'entendre. Nous construisons une communauté de guerriers silencieux, juste ici. Et faites-moi une dernière faveur. Allez dans les commentaires, et écrivez « Je suis mon propre héros ». Remplissons le monde de cette vérité.